Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans les 5 attaques d'ours les plus brutales jamais enregistrées. D'une attaque de grizzly dans les eaux de l'Alaska à une rencontre fatale avec un ours à lunettes au Pérou. Mais d'abord, voyageons en Alaska où un chasseur devient brutalement la proie. C'était le 9 septembre 2016 sur le bassin supérieur du Kenai près de Cooper Landing en Alaska. Un brouillard bas s'accrochait aux pentes de sapins noirs et d'aulnaies au-dessus du fond étroit de la vallée. Dans cette zone, un chasseur solitaire se déplaçait à travers la broussaille épaisse, convaincu que sa proie était tombée quelque part à proximité. Il ne savait pas que quelque chose de plus grand l'avait déjà prise. Mark Ellison, 42 ans, était un passionné de plein air de Wasilla. Monteur de ligne pour une entreprise de service public local, il passait presque chaque automne à chasser à l'arc, l'orignal ou le caribou, souvent seul. Il avait tué son premier taureau avec un arc recourbé à 16 ans et préférait toujours traquer plutôt qu'attendre dans des affûts. Son garage était bordé de bacs étiquetés, pointes de flèches, appâts, repas déshydratés, tous disposés avec une précision quasi militaire. Il croyait que la préparation contrôlait le risque. Ce week-end-là, il était à la recherche d'un orignal mâle qui, selon les rumeurs, errait dans le bassin versant de la rivière Kenai. Le plan de Mark était simple. Il marcherait tôt vendredi, suivrait les traces jusqu'au crépuscule, puis camperait sur la crête au-dessus des plaines. Il portait son arc à poulie, une bombe anti-ours accrochée à sa poitrine, une bâche argentée et une GoPro montée sur son harnais de poitrine. Il connaissait suffisamment bien la région pour s'orienter sans ruban de marquage, en marquant des points de passage sur son GPS à la place. La chasse était en partie pour la viande, mais surtout pour la solitude. Il avait dit à sa femme qu'il serait de retour dimanche soir. 2 nuits dehors, aucun risque. En fin d'après-midi, les nuages s'étaient dissipés, révélant des pentes abruptes se déversant dans des aulnes épais jusqu'à la taille. Mark suivait une faible trace de sang le long d'un étroit sentier de gibier, le sol mou et inégal sous ses bottes. Il s'arrêta une fois pour encocher une flèche, remarquant les traces fraîches et humides imprimées dans la boue. Il y avait de petits signes qu'il avait manqués. Le sentier qu'il suivait se rétrécit soudainement, les broussailles cassées à hauteur de taille. L'odeur musquée de décomposition se mêlait à celle de l'ours, dense, sucrée, inimitable. Le vent passa de son dos à sa gauche, emportant son odeur vers ce qui se trouvait au-delà du prochain virage. Il ralentit, mais ne recula pas. Les gouttes de sang s'épaississaient, les broussailles se resserraient, et il croyait que l'orignal blessé s'était effondré à proximité. Il murmura dans sa GoPro que c'était frais, et la caméra capta une douce expiration avant qu'un grognement profond et bas ne traverse les broussailles. Les ours bruns, le long de la péninsule de Kenai sont massifs, dépassant souvent 800 livres, avec une force de morsure suffisamment puissante pour écraser les os. La plupart évitent les humains, mais ils défendent agressivement les carcasses. Un ours surpris à courte distance charge presque toujours, poussé par l'instinct plutôt que par la faim. Les gardes forestiers avaient affiché des avertissements plus tôt cette semaine-là concernant des carcasses fraîches près des points de drainage, des zones où les ours se nourrissaient avant de prendre du poids pour l'hiver. On n'a jamais confirmé si Mark avait vu ces avertissements. Ce qui s'est passé ensuite a été presque entièrement capturé sur les images récupérées. La GoPro trembla violemment alors que Mark pivotait, l'objectif capturant un flou de fourrure brune surgissant des sous-bois. Sa flèche fut lâchée à mi-tir, disparaissant dans la masse avant l'impact. L'ours frappa en quelques secondes, le renversant. La caméra tomba dans l'herbe, à moitié recouverte de terre. L'audio a enregistré une respiration lourde, un seul halètement, puis des sons de déchirures humides mêlés à des bruits étouffés de lutte. Pendant 19 secondes, les sons ont continué. Des branches se cassant, des respirations courtes et étouffées, avant que tout ne devienne silencieux, sauf pour le léger sifflement du vent dans le microphone. Les enquêteurs ont ensuite déterminé que l'ours était une femelle adulte, pesant environ 700 livres. L'attaque a probablement duré moins de 30 secondes. La position de l'arc de Mark et de la bombe aérosol suggérait qu'il n'avait jamais eu une chance claire de les utiliser. Des marques de griffes affamées profondes sur le tronc d'un épicéa voisin montraient où l'ours avait tourné pendant la charge, ce qui est cohérent avec une réaction défensive.
Son corps a été retrouvé partiellement recouvert de terre et de feuilles, un comportement courant chez les ours protégeant une carcasse. Son épaule gauche était disloquée et le cou montrait un traumatisme écrasant, compatible avec une seule morsure. Les gardes forestiers l'ont trouvé ce soir-là, après que son appareil GPS ait émis un signal stationnaire. Il a fallu près de 3 heures de recherche en hélicoptère pour localiser l'endroit, guidé par l'éclat de sa bâche argentée. À leur arrivée, l'ours était toujours là, tournant autour du site de la mise à mort. Un garde a tiré un coup de semonce, mais l'animal ne s'est retiré que de quelques mètres, soufflant et piétinant avant de finalement s'éloigner. L'équipe a sécurisé la scène sous la lumière déclinante et a extrait son corps le lendemain matin. L'autopsie et l'ancrage ont confirmé de graves fractures cervicales, des lacérations étendues au torse et une perte de sang majeure en quelques minutes après l'attaque. Ses poumons contenaient des débris forestiers, suggérant qu'il était brièvement en vie après le premier impact. Les responsables de la faune ont conclu que l'attaque était un incident défensif, notant la présence de la carcasse d'orignal à proximité. La femelle a été suivie pendant 2 jours et euthanasiée après s'être approchée de l'équipe de récupération la 2e nuit. Les autorités ont publié une brève déclaration classant le décès comme une rencontre involontaire avec la faune. Les funérailles à Anchorage étaient petites et privées, tenues 3 jours plus tard. Son arc à poulies reposait à côté de l'urne, les cordes coupées. Les amis de Mark le décrivaient comme la personne la moins susceptible de prendre des risques inutiles. Quelqu'un qui mesurait chaque tir et chaque pas. Sa mort, disait-il, était un rappel que même la discipline parfaite cède sous le hasard. Les chasseurs locaux ont laissé une paire de flèches à l'entrée du sentier de Kenai cette semaine-là, leur fut marquée de ses initiales. Au printemps suivant, le site où il est tombé s'est à nouveau couvert d'aulnaies. Silencieux, vide et inchangé. Mais même si le chasseur à l'arc expérimenté apprend que l'expérience ne signifie rien quand on s'interpose entre une ours brune et sa proie, en Alaska, le gravier d'une berge serait taché de sang et de silence. C'était le 15 juillet 2015, près de Yakutat, en Alaska. La rivière Situk coulait froide et gonflée par la fonte des glaciers. 2 hommes se tenaient loin l'un de l'autre sur des rives opposées, absorbés dans la routine silencieuse de lancer et ramener. Le bruit de l'eau sur le gravier se propageait clairement à travers la brume, jusqu'à ce que quelque chose de plus lourd le rompe. Nate Collins avait 37 ans, de Whitehorse, Canada. Il travaillait comme technicien d'équipement pour une entreprise régionale de services publics, un emploi qui le maintenait ancré pendant les longs hivers du Yukon. La pêche à la mouche était son équilibre. Précision, patience et maîtrise silencieuse du mouvement. Il avait passé des années à apprendre les rivières près de chez lui, mais il voulait quelque chose de plus sauvage. Lorsque son ami de longue date, Dylan Price, l'a invité en Alaska pour un voyage d'1 semaine, Nate a dit que c'était une occasion de tester sa ligne là où les vrais poissons nagent. Il avait la compétence, l'équipement et le jugement acquis avec le temps passé dans la nature. Ce qu'il n'avait pas, c'était l'expérience avec les ours d'Alaska. Les grizzlies dans cette région peuvent dépasser 800 livres. Poussés par les migrations annuelles de saumon pour se nourrir près des rivières et des vasières. Ils passent jusqu'à 20 heures par jour à manger en plein été, accumulant de la graisse pour l'hibernation. Bien que la plupart évitent les humains, la compétition alimentaire ou les rencontres surprises déclenchent souvent des attaques défensives. Les habitants savaient que lorsque le vent change, le silence peut signifier la proximité. Les carcasses de poissons et les excréments le long de la rive étaient un avertissement suffisant ce matin-là. Les 2 amis sont arrivés en avion de brousse depuis Yakutat, apportant des tentes, des cuissardes et un petit arsenal de moyens de dissuasion contre les ours, sprays, fusées éclairantes et clochettes. Dylan avait déjà pêché dans le Situk et savait où les saumons se rassemblaient sous les berges coupées. Mais cet affluent particulier était nouveau pour les 2. Ils ont installé le camp près d'un banc de gravier, un demi-mile de l'endroit où l'eau se divisait en bras peu profonds. Ce matin-là, ils se sont séparés pour pêcher de chaque côté, convenant de rester en vue. Nate portait son spray anti-ours attaché à son gilet, une habitude plus par conformité que par peur. Il n'avait jamais eu à l'utiliser. Dylan les avait remarqués en premier, un saumon à moitié mangé, des traces fraîches imprimées dans le sable. Il cria de l'autre côté de l'eau qu'il pourrait remonter la rivière, mais Nate se contenta de hocher la tête, supposant qu'il s'agissait d'une proie plus ancienne.
La brise changea alors, soufflant de Nate vers le coude en aval. Il n'a pas remarqué la légère ondulation se brisant contre le banc de gravier. Dylan a vu le mouvement en premier. Un grizzly, sombre, avec sa fourrure mouillée, tête baissée, se nourrissant d'un saumon près du virage. Il leva son museau reniflant. La distance entre les deux était de moins de 40 pieds. Plus tard, Dylan a dit aux enquêteurs que l'ours était dressé, la poitrine large et dégoulinante, balançant sa tête pour capter l'odeur. Il grogna une fois, un son grave qui perçait le bruit de la rivière. Dylan a crié, agitant les bras, et Nate a jeté un coup d'œil en arrière, juste au moment où l'ours retombait sur ses 4 pattes. La foulée était explosive, la distance se réduisant en quelques secondes. Nate a tendu la main vers son spray anti-ours, mais la languette de sécurité de la cartouche s'est accrochée à la sangle de son gilet. Sa canne a claqué contre les rochers alors que l'ours le percutait de plein fouet, l'impact les entraînant tous deux dans les bas-fonds. La GoPro montée sur la casquette de Dylan a capturé une partie de la scène, un mouvement chaotique, de l'eau éclaboussée et la silhouette sombre de l'ours avant que l'image ne soit secouée lorsque Dylan s'est retourné et a couru. Dylan s'est figé un instant avant de se précipiter vers la lisière des arbres, criant à l'aide et soufflant dans son sifflet. Il a regardé en arrière une fois et a vu l'ours secouer Nate par l'épaule, les mâchoires profondément enfoncées. Les preuves récupérées plus tard ont montré que le combat n'avait duré que quelques secondes. Du sang sur les rochers formait 2 flaques distinctes avant que le sentier ne se transforme en fourré d'aulne. Les branches ayant été encassées à hauteur de tête et des traces de traînées continuaient sur environ 200 yards en aval. Alertés par Dylan, les Rangers ont suivi le sentier et ont trouvé les restes le lendemain après-midi, partiellement enterrés sous de la terre, de la mousse et des feuilles. Comportement typique de mise en cache utilisé pour cacher la nourriture des charognards. Les rapports d'autopsie ont confirmé de multiples morsures à l'épaule et au cou, ainsi qu'un traumatisme écrasant à la colonne vertébrale supérieure, compatible avec une morsure fatale au début de l'attaque. Il y avait des lacérations défensives sur ses bras, indiquant qu'il avait essayé de protéger sa tête. Un traumatisme spinal aurait provoqué une incapacité immédiate, la mort survenant en quelques secondes à 1 minute. Le site ne montrait aucun signe de nourrissage prolongé, suggérant que l'ours avait traîné le corps, l'avait caché, puis était parti. Les gardes forestiers l'ont ensuite identifié comme un mâle mature, estimé à environ 9 ans d'après l'usure des dents et la taille, selon les enregistrements de surveillance précédents. Lorsque les équipes de récupération sont arrivées en bateau, elles ont utilisé des haut-parleurs et des coups de semonce pour repousser l'ours avant de récupérer ce qui restait. Elles ont laissé le site de la carcasse intact après avoir collecté des échantillons biologiques et pris des photographies. Dylan était assis sur la rive opposée pendant la majeure partie, silencieux, les mains tremblantes alors qu'il tenait sa canne à mouche sur ses genoux. Il était revenu au camp la nuit précédente, incapable de dormir, convaincu qu'il entendrait à nouveau l'ours dans l'obscurité. Les autorités ont ensuite conclu que l'attaque était défensive et naturelle. L'ours n'a pas été poursuivi. Les responsables ont noté que la direction du vent et la proximité d'une zone de mise à mort rendèrent l'évitement presque impossible une fois l'odeur transportée. Dylan est retourné à Whitehorse le lendemain matin, laissant leur équipement au camp. Les cendres de Nate ont été rapatriées au Canada en moins d'1 semaine, l'urne ramenée par sa sœur. Alors que la victime du grizzly était enterrée sous une berge de rivière en Alaska dans l'obscurité arctique, une équipe de recherche découvrirait que l'épuisement et un seul protocole de sécurité oublié pouvaient transformer leur camp en terrain de chasse. C'était le 3 mars 2017, à la lisière gelée de la banquise rapide à Kongsfjorden, Svalbard. La lueur d'un poste de recherche était faible à l'horizon. 3 tentes étaient installées dans une dépression peu profonde sur la banquise, leurs parois fines claquant sous la pression du vent. À l'intérieur de l'une d'elles, Jonas Nielsen se déplaçait dans son sac de couchage, ignorant qu'une forme blanche traversait déjà l'obscurité au-delà du périmètre du camp. Jonas avait 32 ans, un assistant de terrain du département des géosciences et de la gestion des ressources naturelles de l'université de Copenhague. Il avait participé à plusieurs expéditions arctiques auparavant, enregistrant des centaines d'heures dans des conditions sous zéro, tout en collectant des données sur l'épaisseur et la salinité de la glace de mer. Ses collègues le décrivaient comme méthodique et d'humeur égale, le genre de personne qui était fière d'une fiabilité discrète. Ce voyage, cependant, avait de l'importance.
Leurs mesures alimenteraient un modèle climatique financé par l'Institut polaire norvégien, un partenariat dont Jonas voulait faire partie de façon permanente. L'équipe avait passé 16 heures ce jour-là à forer des carottes et à déployer des bouées sur le plateau. Le soir, l'épuisement émoussait leur routine. Ils montaient leur tente sur la neige compactée, enregistraient les relevés de vent et partageaient des repas déshydratés à la lumière de leurs lampes frontales. Il était près de minuit lorsqu'ils se rendirent compte que l'alarme à fil-piège, une série de fusées éclairantes qui se déclenchent si elles sont perturbées, n'avait pas été armée. Le chef d'équipe, Anders Holm, décida qu'il pourrait la mettre en place à l'aube, invoquant la fatigue et le temps clair. Jonas était d'accord. Les ours polaires, raisonnait-il, approchaient généralement sous le vent, et le vent du fjord cette nuit-là soufflait régulièrement vers le large. Ils avaient tort. Les ours polaires de l'archipel du Svalbard peuvent peser jusqu'à 1300 livres, capables de sprinter sur de courtes distances à plus de 25 miles par heure. Ils sont très intelligents, utilisant leur odorat pour localiser de la nourriture jusqu'à 20 miles de distance. Au début du printemps, avec la glace de mer qui s'amincit, les ours fouillent souvent les campements à la recherche de toute trace de protéines, y compris l'odeur humaine. Les attaques sont rares, mais généralement fatales, motivées par la curiosité ou la faim. Le camp était situé à 3 km du bord du fjord gelé, entouré de rien d'autre que de la neige sculptée et des débris de glace dérivants. Vers 3 heures du matin, l'ours a émergé du bord du fjord. Les données satellites sur le vent ont montré plus tard que la direction avait changé vers l'est, transportant l'odeur du camp à travers les plaines. Les traces de l'animal indiquaient une approche délibérée, lente, tête basse, zigzagant légèrement avec le vent. L'ours a atteint le périmètre. Les traces ont clairement montré qu'il avait fait 2 fois le tour avant de se diriger vers la tente centrale, celle de Jonas. Le nylon s'est affaissé vers l'intérieur alors que l'ours appuyait son museau contre le tissu, inhalant. À l'intérieur, Jonas bougea, n'entendant qu'un léger craquement près de son oreille. Quand la patte s'abattit violemment, les poteaux en aluminium se brisèrent instantanément. Le tissu se déchira et le monde se remplit d'air froid et de fourrure. Jonas cria, un seul son aigu qui réveilla les autres en sursaut. Anders ouvrit la fermeture éclair de sa tente et vit l'ours traîner déjà Jonas par le torse, le sac de couchage enroulé autour de ses jambes. Ce qui suivit provient des déclarations des 2 survivants et des photos prises plus tard par l'équipe de secours. Anders tira la première fusée éclairante, une explosion orange vif qui illumina le champ de glace comme l'aube. L'ours tressaillit mais ne lâcha pas. Une deuxième fusée éclairante frappa la neige près de ses flancs, l'éclair se reflétant sur son pelage. Il tourna la tête, les mâchoires toujours serrées autour de la cage thoracique de Jonas, le sang éclatant sur la fourrure blanche. Quand la troisième fusée éclairante s'est élevée, l'ours l'a lâchée, reculant de plusieurs pas avant de se retirer dans l'obscurité. La fumée de la fusée a persisté pendant des minutes, dérivant au-dessus des tentes. Jonas était inconscient et respirait à peine quand Anders l'a atteint. Son parka était déchiqueté de l'épaule à la taille. Les dents de l'ours avaient percé la colonne vertébrale supérieure, fracturant des vertèbres, et avaient effondré un poumon. L'autre chercheur, Mikkel, a utilisé une couverture thermique pour le couvrir pendant qu'ils appelaient Ny-Ålesund pour une évacuation immédiate. Ils ont tenté les premiers secours pendant environ 20 minutes avant que son pouls ne faiblisse. Lorsque l'hélicoptère est arrivé à 6h05 du matin, la Seine était gelée. Les traces de l'ours faisaient le tour du site, disparaissant vers le fjord. Le corps de Jonas a été placé dans un sac thermique et transporté par avion à Longyearbyen, puis à Copenhague. Les résultats de l'autopsie ont révélé une séparation de la colonne vertébrale, de multiples fractures des côtes et des hémorragies internes, des blessures compatibles avec un traumatisme fatal instantané. Les empreintes dentaires correspondaient à un grand mâle adulte, d'environ 9 pieds de long du nez à la queue. Les autorités du gouverneur du Svalbard ont enquêté sur le camp plus tard dans la journée. Les fusées de déclenchement étaient encore enroulées soigneusement à côté des tentes, jamais déployées. La conclusion du rapport officiel l'a qualifié de manquement évitable à la sécurité sur le terrain. Aucun effort n'a été fait pour suivre l'ours car son comportement a été jugé non persistant, un incident isolé de recherche de nourriture, pas de prédation.
L'université a suspendu tout travail de terrain en solo sur la banquise pour le reste de la saison. Une cérémonie commémorative a eu lieu 2 semaines plus tard à Copenhague, principalement fréquentée par des chercheurs et des étudiants. Ses parents ont refusé de parler. Cependant, même lorsque les fusées éclairantes orange s'estompaient au-dessus de la glace arctique, en Inde, une mère et son fils allaient découvrir que le simple fait de cueillir des fleurs à l'aube pouvait réveiller une fureur cachée dans l'ombre. C'était le 22 avril 2014 dans le district de Kanker, Chhattisgarh, en Inde. La première lumière perçait à travers la forêt mixte de sal et de mahoua, se reflétant sur les feuilles humides et la brume basse. Le sol de la forêt était jonché de fleurs de mahoua jaune pâle. Doux parfum, un signe de la courte période de récolte dont dépendaient les villageois. Ce matin-là commencerait comme n'importe quel autre, calme et pratique, jusqu'à ce que le silence soit brisé de la manière la plus violente imaginable. Savita Rao, 41 ans, suivait la même routine de cueillette depuis des années. Veuve depuis le milieu de la trentaine, elle vivait avec son fils unique, Rahul, dans une petite maison aux murs d'argile à la lisière de la forêt. Son mari était mort de la malaria et depuis, Savita s'était appuyée sur les produits de saisonniers de la forêt, les feuilles de tendu, les fleurs de mahoua, le tamarin, pour subvenir à ses besoins et payer les frais de scolarité de Rahul. Les habitants la décrivaient comme stable et sans plainte, quelqu'un qui se levait avant l'aube et rentrait avant la chaleur. Son fils l'accompagnait souvent, portant un petit panier et suivant de près. Ce matin d'avril, le duo est parti avant le lever du soleil pour ramasser les fleurs de mahoua tombées pendant la nuit. Ils ont parcouru 2 miles depuis leur village en empruntant des sentiers étroits d'animaux où la rosée s'accrochait encore à la végétation. La récolte de la saison était bonne et le parfum des fleurs en fermentation était assez fort pour attirer insectes et animaux. C'était habituel, mais la forêt avait été différente dernièrement. Des rapports de paresseux vus en train de chercher de la nourriture plus près des villages après une saison de miel tardive circulaient depuis des semaines. Pourtant, Savita n'en avait jamais rencontré un au cours de ses années de collecte et elle croyait que parler doucement et rester sur un terrain dégagé suffisait. Les arbres autour de la clairière basse se tenaient proches et inégaux, leurs racines cachées sous les feuilles sèches. Les fleurs de mahoua étaient épaisses par endroits, mélangées à la terre humide et aux traces d'animaux, principalement de sangliers et de bovins. L'air semblait exceptionnellement lourd ce matin-là, sans vent, pour déplacer la brume. Dans cette région, les ours lipus utilisaient souvent de vieux monticules de termites, des troncs d'arbres tombés ou des creux peu profonds pour se reposer pendant la journée. Bien que plus petits que les tigres, ils étaient de bien plus imprévisibles, connus pour leur mauvaise vue et leur tendance à attaquer avec une extrême férocité s'ils étaient surpris. Leurs griffes pouvaient atteindre 3 pouces de longueur et un mâle debout pouvait peser plus de 300 livres, donnant des coups assez forts pour écraser un crâne humain. Ce jour-là, il n'y avait pas d'autres collecteurs à proximité. Alors que le soleil commençait à percer la brume, elle et Rahul se dirigèrent vers un ravin peu profond, bordé de vieux arbres. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que l'une de ces cavités abritait un ours lipou endormi, un mâle solitaire probablement dérangé par l'odeur humaine. Rahul a plus tard dit aux villageois qu'il parlait doucement du petit déjeuner quand l'ours a surgi des buissons en rugissant. L'animal s'est dirigé vers Savita. Son premier coup a frappé son épaule, la faisant tourner en arrière sur le sol. Rahul s'est figé un instant, puis a crié. Le deuxième coup de l'ours a déchiré son cuir chevelu et elle a essayé de protéger son visage avec ses bras. Mais il a frappé à nouveau, les griffes attrapant sa joue et son cou. Les ours lipus attaquent souvent le visage en premier, une défense instinctive pour neutraliser rapidement les menaces. L'impact a écrasé sa mâchoire et ouvert de profondes lacérations sur son front. Elle a crié une fois, un son rauque interrompu lorsque l'animal a refermé ses mâchoires sur le côté de sa tête. Rahul se mit alors à courir, laissant tomber son panier et sprintant sur le chemin vers le village. Derrière lui, l'ours continuait à mutiler sa mère, la plaquant au sol avec ses 2 pattes avant. Le son de voix lointaine, des villageois criant après avoir entendu les cris de Rahul, arriva sur les lieux.
Ils virent l'ours pousser un dernier souffle, puis se retourner et s'enfoncer dans la forêt, disparaissant à travers les broussailles aussi rapidement qu'il était venu. Lorsque le premier groupe de villageois atteignit Savita, elle respirait encore mais était méconnaissable. Le devant de son sari était déchiré, son visage et le haut de sa poitrine trempés de sang. Un bras était cassé, tordu sous elle. Les marques de griffes de l'ours étaient l'outil visible en 4 arcs profonds sur son crâne, exposant l'os. 2 hommes l'ont transporté sur une civière de fortune, faite de branches, tandis qu'un autre restait en arrière pour monter la garde au cas où l'ours reviendrait. Elle a cessé de respirer avant qu'il n'atteigne le chemin de terre menant au village. Son corps a été déposé sur un tapis tissé devant sa maison jusqu'à l'arrivée des agents forestiers. Ils ont enregistré les coordonnées de l'attaque et ont prélevé des échantillons de sol autour de la cavité où l'ours s'était reposé. L'autopsie à l'hôpital civil de Quenker a confirmé une perte de sang massive et un traumatisme écrasant au crâne et à la mâchoire. Les responsables ont noté que le schéma des blessures, la concentration sur le visage, l'absence de comportement alimentaire, était cohérent avec une rencontre défensive avec un ours paresseux. Dans les jours suivants, les agents forestiers ont mené une recherche avec des fusils tranquillisants, mais n'ont trouvé aucune trace de l'animal. Des haut-parleurs ont été distribués dans les villages voisins, avertissant les gens d'éviter les rassemblements tôt le matin et de voyager en groupe. Les gardes forestiers ont placé des panneaux temporaires le long du chemin forestier où Savita est morte. Ces funérailles ont eu lieu le soir suivant, silencieuses et brèves, l'air chargé de l'odeur de la fumée de bois et des fleurs de mahoua. Rahul a été envoyé vivre chez un oncle à Raipur peu après. Alors que la forêt de Chhattisgarh prenait le dernier souffle d'une mère, au Pérou, un touriste allemand apprendrait que se promener seul dans la forêt de nuages à la recherche de la photo parfaite pourrait le mener dans les zones d'alimentation du seul ours d'Amérique du Sud. C'était le 11 février 2018, dans les forêts de nuages de la province d'Urubamba, au Pérou. Une brume dense flottait sur les crêtes ce matin-là, adoucissant les contours des pentes andines et absorbant le son. Le groupe de touristes avançait lentement sur un sentier étroit qui serpentait à travers les orchidées et les pierres couvertes de mousse, les appareils photos crépitant dans l'air humide. Quelque part entre le faible bourdonnement des cigales et les pas étouffés, Thomas Lang commença à disparaître de vue, à seulement quelques mètres au début. En fin d'après-midi, il aurait complètement disparu. Thomas avait 45 ans, un ingénieur logiciel de Munich qui avait économisé pendant des années pour voyager à travers l'Amérique du Sud. Il cataloguait chaque voyage, chaque dépense, chaque photographie. La randonnée avait été son équilibre face à un travail sédentaire, une façon de mesurer le contrôle face à l'incertitude. Le Pérou devait être le point culminant d'un congé sabbatique planifié de longue date. Il avait lu sur la flore de la région et les guides de terrain et portait un petit objectif macro pour la photographie en gros plan. Son groupe voyageait avec un guide agréé de Cusco, suivant un circuit standard le long des pentes en dessous de Machu Picchu, passant les nuits dans de petits lodges et les journées à pied. La décision de Lang de se séparer n'était pas tant impulsive que routinière. Le brouillard ce matin-là rendait la visibilité faible, mais la forêt autour d'eux était exceptionnellement vivante. Des orchidées en fleurs, des fougères se déployant, des arbres fruitiers attirant des oiseaux au-dessus. Il a dit au guide qu'il voulait capturer la lumière sur la brume avant qu'elle ne se dissipe. Quand les autres ont continué, il a quitté le chemin principal, suivant un petit sentier en descente vers ce qu'il pensait être une clairière. Il avait fait cela d'innombrables fois auparavant sur des sentiers plus sûrs. Le brouillard rendait la distance trompeuse et en quelques minutes, il était hors de portée de voix. La forêt là-bas était escarpée et dense, couverte de lianes et d'humidité. Des épiphytes pendaient de chaque branche et l'air portait une douce odeur de fermentation provenant des figues mûres qui jonchaient le sol. Les ours à lunettes, la seule espèce d'ours d'Amérique du Sud, fréquentaient ces bosquets. Ils étaient plus petits que leurs parents du Nord, la plupart des mâles pesant entre 250 et 400 livres, mais puissants, conçus pour grimper et déchirer des grappes de fruits ou des nids de termites. Ils étaient en grande partie solitaires et évitaient les humains.
bien que des rencontres territoriales aient été enregistrées lorsque des personnes s'approchaient si trop des zones d'alimentation. Leur force résidait dans leurs membres antérieurs, leurs longues griffes incurvées et leurs épaules capables de hisser du bétail adulte dans les arbres. Le guide remarqua l'absence de langue vers midi. Le brouillard s'était épaissi et le groupe supposa qu'il avait pris un mauvais tournant vers un ravin proche qui rejoignait la route principale. Lorsqu'il n'apparut pas le soir, 2 porteurs refirent le chemin, appelant son nom et tirant une fusée éclairante. Ils ne trouvèrent aucune trace de lui avant la tombée de la nuit. Le poste de garde local a été alerté à l'aube et une recherche officielle a commencé par hélicoptère et équipe au sol le matin suivant. À ce moment-là, la pluie avait effacé la plupart des empreintes et la zone où Lang s'était aventuré était devenue une pente dense et fruitière que même les habitants évitaient pendant la saison des récoltes à cause de l'activité des ours. Ce qui s'est passé pendant ces heures manquantes a été reconstitué plus tard à partir des preuves. Les traces de Lang menaient dans un ravin parsemé de restes de figues, la sangle de son appareil photo retrouvée enchevêtrée dans une racine à mi-chemin. Des marques dans la boue montraient qu'il avait glissé, une empreinte de botte profonde, la suivante étalée, suggérant une chute sur le côté. Les empreintes de griffes commençaient là, larges et profondes. L'ours avait probablement été en train de se nourrir à proximité, effrayé par le bruit d'une chute et un mouvement soudain. Dans des espaces restreints, les ours à lunettes réagissent souvent par des charges courtes et explosives destinées à intimider les intrus. Dans ce cas extrêmement rare, celui-ci n'a pas bluffé. L'analyse médico-légale a montré que l'ours a frappé à moins de 3 mètres. La veste de Lang était déchirée de l'épaule jusqu'en bas avec des entailles parallèles correspondant à des griffes de près de 3 pouces de long. Il a peut-être essayé de lever le bras pour se défendre. Une manche était déchiquetée jusqu'au coude et des fragments d'os dans le sol indiquaient un avant-bras cassé. La première morsure de l'ours a atterri sur le haut du dos, écrasant l'omoplate. À partir de là, le poids de l'animal l'a enfoncé dans la boue. Le sol portait des marques de traînée, preuve de lutte alors que Lang essayait de se retourner ou de ramper. L'appareil photo était brisé contre un rocher, son objectif fissuré, le boîtier cabossé, contenant encore la dernière image, une tache de mousse et de fruits flous. La deuxième morsure de l'ours a laissé des perforations à travers le cou et le crâne, l'incapacitant instantanément. Le motif correspondait à une attaque territoriale plutôt qu'à une alimentation prédatrice. L'ours s'est probablement retiré après avoir réalisé que la menace était neutralisée, laissant le corps. L'analyse des éclaboussures de sang n'a montré aucun mouvement ultérieur. La scène était silencieuse, sauf pour la pluie qui a commencé quelque temps après, emportant une grande partie dans une flaque peu profonde près de la base du ravin. 2 jours plus tard, les chercheurs ont trouvé les restes en suivant les vautours qui tournaient au-dessus du ravin. Le corps était allongé, face contre terre dans la boue, les bottes toujours aux pieds, le sac à dos déchiré à côté de lui. Son appareil photo et son téléphone ont été récupérés à proximité. L'autopsie à Cusco a confirmé un traumatisme crânien et thoracique massif compatible avec une attaque d'ours. Des marques de griffes striaient le dos, 4 arcs distincts alignés avec l'espacement d'un grand mâle adulte. L'heure du décès a été estimée à quelques heures après la séparation du groupe. Les responsables ont conclu que la mort de Lang était une rencontre défensive rare et non une prédation. L'ours n'a pas été traqué ni détruit. Les autorités du parc ont temporairement fermé le sentier et affiché de nouveaux avis avertissant les visiteurs de ne pas quitter les chemins balisés. La société de guides a publié un communiqué qualifiant cela de tragédie imprévisible, bien que des rapports internes aient plus tard noté que les protocoles de brouillard n'avaient pas été appliqués ce matin-là. Les photographies de son dernier voyage ont été récupérées de la carte mémoire, montrant principalement de la brume, des pierres et de petites fleurs, les détails qu'il avait toujours cherché à préserver. Sa mort a marqué l'une des rares rencontres mortelles avec un ours à lunettes jamais documentées, rappelant à quel point la distance entre curiosité et danger peut être silencieuse. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ces histoires, cliquez ici pour en voir plus.